On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur un thème qui est celui de la géométrie. On va commencer à rentrer dans la géométrie. Ici, on va donc commencer avec les notions de périmètre, d'aire, et on va voir beaucoup d'autres éléments relatifs à la géométrie. Il faut savoir que la géométrie de niveau collège, c'est pour moi la géométrie la plus importante. Plus importante encore que celle du lycée, où, comme on va la voir de toute façon, celle du lycée aussi, elle a son importance, mais je trouve qu'on va beaucoup plus en profondeur dans la géométrie de collège. Et moi qui suis en ce moment en double licence mathématiques-physique, notamment physique, je peux vous dire que la géométrie, la plupart des choses qu'on va voir en géométrie vont être très importantes. En physique par exemple. Donc, ici, on va parler spécifiquement de périmètre et d'aire. Alors, en vérité, on va beaucoup plus parler d'aire que de périmètre. Je vais quand même un peu parler du périmètre, mais le périmètre, c'est quelque chose de très facile à appréhender, tandis que l'aire, c'est peut-être un peu moins évident. Donc un périmètre, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la longueur du contour d'une figure. Vous imaginez une figure, et bien la longueur de son contour, ça correspond au périmètre. Alors, il y a des figures particulières qui ont des périmètres particuliers, c'est-à-dire dont on peut simplifier l'expression. Je vous donne un exemple. Si vous prenez un carré, il s'avère que chaque côté du carré a la même longueur. Donc si je prends un côté, je vais avoir les trois autres côtés qui vont être de même longueur. Donc si je fais la somme des côtés, ça va faire côté plus côté plus côté plus côté, c'est-à-dire 4 fois le côté. Et ça, c'est le périmètre du carré, par exemple. Vous voyez, c'est quelque chose de très simple. Vous pouvez même les déduire par vous-même, en fait. C'est vraiment très facile. Quant à l'aire, grossièrement, l'aire, c'est la zone qui se trouve à l'intérieur d'un périmètre. Comment on calcule une aire? Alors, la façon un petit peu intuitive qu'on a d'introduire l'aire, c'est de passer par des unités d'aire. Alors, pour faire simple, prenez ce petit carré. On est bien d'accord que tout l'espace qui est contenu à l'intérieur de ce carré correspond à la somme des carrés qui sont à l'intérieur. On en a 4. Si je prends les 4 carrés, je forme toute la surface. Donc finalement, l'aire de ce grand carré peut être considéré comme un certain nombre de carrés dans le sens horizontal et un certain nombre de carrés dans le sens vertical. Et rappelez-vous ce qu'on avait vu dans le cours sur les calculs fondamentaux numéro 1. Dans ce cours-là, on expliquait que quand on veut considérer une logique d'association, c'est-à-dire quand on veut considérer deux éléments qui fonctionnent ensemble, donc là par exemple, on veut considérer à la fois le nombre de carrés vers l'horizontale et à la fois ceux vers la verticale, eh bien on va procéder à une multiplication. Je vais multiplier le nombre de carrés horizontal fois le nombre de carrés vertical et ça va me donner finalement l'ensemble des carrés, donc c'est-à-dire l'ensemble des carrés qu'on trouve à l'horizontale et à la verticale. Donc en fait, on va juste avoir l'ensemble des carrés. On peut tester. J'ai 2 carrés ici, j'en ai 2 là, 2 fois 2 égale 4. Autrement dit, l'aire de ce grand carré correspond à la somme des 4 carrés. Correspond à 4 unités d'aire, si vous voulez. 4 unités d'aire. Donc ça, vous voyez, c'est une façon de considérer l'aire, c'est en la décomposant en petites unités d'aire. Alors, on pourrait abstraitement considérer que qu'est-ce que vaut un seul carré? On peut considérer qu'un seul carré ou un seul carreau,
Si vous voulez, c'est pour parler d'unité d'air, on va parler de carreau, pour faire simple. En fait, un carreau, c'est à la fois un carreau dans le sens horizontal et dans le sens vertical. Ça peut vous paraître abstrait dit comme ça, mais en fait, ça a du sens. Si je prends un seul carreau, bah, au niveau horizontal, qu'est-ce que je trouve? Je trouve un carreau qui est là. Et puis au niveau vertical, bah, là j'ai un carreau qui est en fait le début, le début, si vous voulez, le début d'un bloc, si vous voulez. Vous avez un bloc. Ce bloc-là, au niveau horizontal, donc l'horizontal, vous pouvez considérer que là vous avez le petit côté ici, la petite longueur. Sur cette longueur horizontale, vous avez combien de carreaux? On trouve combien de carreaux dessus? On en trouve un. Et sur cette longueur-là, qui correspond à la direction verticale, vous avez combien de carreaux qui touchent cette dimension-là, ce côté? Bah, vous n'avez un seul carreau. Donc finalement, un seul carreau, ça correspond à une fois un carreau dans la dimension horizontale et une fois un carreau dans la dimension verticale. Donc on fait encore le produit 1 fois 1, ça me donne une unité d'air. Alors une unité d'air, c'est l'unité qu'on utilise pour caractériser l'air. Mais ce n'est pas que ça. Si on considère par exemple qu'on compte la part horizontale et verticale en centimètres, si j'ai 1 centimètre là, vu que je fais le produit pour considérer l'air, donc je fais le produit du nombre de carrés horizontal et vertical, bah, pour considérer aussi l'unité, bah, je peux faire le produit entre les centimètres, les centimètres pour lesquels on trouve un carré. Donc là, imaginez que je n'ai qu'un seul carré, que j'ai que celui-là. Je fais donc 1 centimètre, donc qui est la part de centimètre prise par ce carreau sur cette longueur-là, et 1 centimètre ici, qui est la part du carreau prise sur cette longueur-ci. Donc je fais 1 fois 1 cm fois 1 cm, plus spécifiquement centimètre fois centimètre, ça nous donne des centimètres carrés. Ça, c'est aussi une unité qu'on peut considérer pour caractériser l'ensemble de la distance parcourue pour pouvoir, à partir de l'origine du carré jusqu'à l'extrémité que prend le carreau sur cette ligne-là et aussi sur cette ligne-là. Je parcours 1 centimètre par exemple, je parcours 1 centimètre ici, donc centimètre fois centimètre égale centimètre carré. Ça peut être un peu difficile à appréhender au début parce que voilà, on découvre cette notion d'air et on se rend compte que ça reste un peu abstrait la façon de la caractériser. Mais si vous vous posez 2 secondes, vous allez assez vite vous rendre compte qu'en fait, c'est la façon, je dirais, la plus simple d'appréhender la notion d'air. On va en fait considérer des dimensions. Donc par exemple, une droite, ça correspond à une dimension, c'est entre guillemets une zone sur laquelle je peux me balader. Et puis si je rajoute une autre dimension verticale, ça veut dire que entre cette zone-là et cette zone-là, on peut avoir un ensemble de points qui peuvent exister. Là ici, je ne peux pas avoir de points ici parce qu'il n'y a pas de dimension. La seule dimension est là, donc tous les points qui peuvent exister seront sur cette droite. Si je rajoute une autre droite, je vais donc construire une autre dimension, et au sein de cette dimension pourra exister un ensemble d'éléments, et à l'intérieur de ces deux dimensions, bah, cet intérieur, c'est ce qu'on appelle une surface ou une aire. Et donc, on peut procéder par décomposition, considérer le nombre d'unités d'air qu'on a dans une dimension et dans une autre, etc., etc. On va voir après qu'on pourra aussi passer par des procédés pour déterminer des aires, des procédés assez intéressants. Mais là, c'est vraiment une façon de poser l'idée de ce qu'est une aire. Une aire, c'est vraiment ce qui est à l'intérieur d'un périmètre. Et cette aire, une façon de la caractériser, c'est de considérer les unités d'air qu'on a dans une dimension et une autre. Donc de faire le produit pour considérer l'ensemble des unités d'air qu'on a à l'intérieur
d'une aire générale. Donc là, je vous ai mis un exemple. Là, on voit 2 dimensions que je crée. Là, je peux avoir un ensemble de lignes dans ce sens-là. Je peux aussi avoir un ensemble de lignes verticales sur toute cette dimension-là. Je peux en fait combiner tout ça et avoir une infinité d'unités d'air, d'accord, pour caractériser l'ensemble de l'air qui existe à l'intérieur des 2 dimensions. Donc, on va voir ensuite, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus spécifiquement, comment on peut déterminer une aire d'une figure, etc. Si je prends cette figure-là, combien de dimensions, ou plutôt, elle existe dans une zone à combien de dimensions? En gros, dans combien de dimensions minimales peut exister cette figure? En vérité, elle ne peut exister au minimum que dans 2 dimensions. Au minimum. Cette figure ne peut pas exister dans une seule dimension, puisqu'on voit que cette figure-là est décrite par un ensemble de points qui existent dans une dimension horizontale, mais aussi un ensemble de points, vous voyez, qui existent sur une certaine hauteur, donc qui existe aussi, qui a nécessairement besoin d'une dimension verticale pour exister. Alors on ne l'a pas fait apparaître cette dimension-là, mais il faut bien comprendre que si on a des points qui existent sur une certaine zone verticale et sur une certaine zone horizontale, c'est qu'il y a bien l'émergence de 2 dimensions. Et ces 2 dimensions, comme on va le voir après, en fait, 2 dimensions, ça renvoie à ce qu'on appelle un plan. Ça, c'est ce qu'on va voir ensuite, mais un plan, c'est vraiment une zone sur laquelle l'ensemble des figures à 1 ou 2 dimensions peuvent exister. Alors, on pourrait se dire, ah, c'est un petit peu penché. Mais justement, le fait qu'on ait des longueurs qui soient un peu penchées, c'est-à-dire qui ne soient pas totalement vers le haut, ça prouve encore plus qu'on est dans 2 dimensions. Pourquoi? Parce que si je monte en haut, je suis dans une dimension verticale. Mais pour aller vers le côté, il faut qu'il existe une dimension horizontale qui permette à ma figure de pouvoir avoir des points qui se trouvent aussi vers un côté. En fait, l'existence d'un côté, ça implique l'existence d'une dimension, entre guillemets, horizontale. Et l'existence d'une hauteur, sachant déjà cette dimension-là, l'existence en plus d'une hauteur implique une deuxième dimension. Donc là, on est sûr que cette figure elle est dans 2 dimensions. Alors, dans un espace à 3 dimensions aussi, elle peut exister, car on a dit qu'il faut minimum 2 dimensions pour ce genre de figure. Ici, on voit bien, hein, alors en fait, là, j'ai fait apparaître le plan. Alors, le plan, c'est une notion qui est quand même un peu abstraite, parce ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un plan, en fait, ça existe à l'infini. En fait, là, bien sûr, on ne peut pas dessiner l'infini, donc on représente quelque chose de fini. Mais au sein d'un plan, se trouve l'ensemble des figures à 1 ou 2 dimensions. Je peux bien représenter des figures à 1 dimension. Donc là, par exemple, là j'ai une figure à 1 dimension, puisque là j'ai un ensemble de points qui se dirigent dans une direction, mais seulement dans une direction. Alors c'est pour ça qu'il faut attention à ne pas confondre, c'est pour ça que je vous mets aussi toutes ces représentations, pour ne pas que vous vous en mêlez les pinceaux. Attention, cette figure-là, elle est à 1 dimension, c'est-à-dire qu'en elle-même, l'ensemble des points n'existe que sur une droite qu'on pourrait prolonger à l'infini. C'est-à-dire que vous imaginez une droite qui s'étend à l'infini, d'ailleurs par définition une droite ça s'étend à l'infini, eh bien on a ce bout de droite là, si vous voulez, qui existe sur une dimension. En elle-même, elle existe dans une dimension, mais vu qu'un plan se trouve à 2 dimensions, on peut évidemment dans un plan à 2 dimensions pouvoir faire exister des figures à 2 dimensions, mais aussi des figures à 1 dimension. Il n'y a aucun problème. Donc au sein d'un plan, je peux représenter des figures à 1 dimension, je peux représenter des figures à 2 dimensions. Carré, triangle, par exemple. Donc là, on sait que c'est une figure à 2 dimensions parce qu'on voit que cette figure elle est construite sur un ensemble de points qui
qui existe sur une certaine direction horizontale qui correspond à une certaine dimension, mais aussi contient des points qui existent au sein d'une autre dimension verticale. Donc ça, cette figure, elle est à 2 dimensions. Celle-ci n'est qu'à une seule dimension, mais elle se trouve dans une surface à 2 dimensions. Donc. Voilà, donc attention à ne pas confondre la dimension de la figure et la dimension de la zone où se trouve la figure. Donc, le plan est à 2 dimensions, il contient des figures à 1 dimension et à 2 dimensions. Bien sûr, on ne peut pas faire représenter des figures à 3 dimensions ici. On pourrait faire des dessins pour essayer, mais je veux dire, ça n'aurait pas de sens, puisqu'il y a une des dimensions qu'on ne pourrait pas représenter. La 3e dimension n'existant pas dans ce plan-là, dans le plan de manière générale, on ne pourrait pas faire apparaître ou représenter la 3e dimension de la figure. Donc c'est pour ça que pour des figures à 3 dimensions, donc on voit qu'il y a une dimension horizontale, une dimension un petit peu plus verticale et une dimension un petit peu plus vers le haut, entre guillemets. On a donc 3 directions différentes, et ces 3 directions différentes au sein desquelles existent les points. Donc là, vous avez une droite qui s'étend à l'infini dans une direction, c'est une dimension. Puis là, on rajoute une autre droite, une autre dimension ici. Et puis, on rajoute encore une autre droite dans une autre direction au sein duquel existe un ensemble de points. On a donc 3 dimensions différentes au sein duquel peuvent exister ou peuvent être représentées des figures à 3 dimensions. Donc on voit ici une dimension dans ce sens-là, une dimension dans ce sens-là et une dimension dans ce sens-là. On a donc un volume. Le volume, c'est l'ensemble de l'espace qui est contenu à l'intérieur d'un certain périmètre à 3 dimensions. Et donc les figures, en fait on les appelle pas vraiment des figures, on les appelle plus spécifiquement des solides. Les solides, si vous voulez, entre guillemets, ce sont des figures à 3 dimensions. Les solides, tout l'espace intérieur d'un solide est appelé volume. Et un solide, avec un certain volume donné, est représenté ou existe au sein d'un espace à 3 dimensions minimum. On pourrait très bien représenter ce volume dans un espace à 4 dimensions, puisque dans 4 dimensions, je peux représenter 3 dimensions. Je peux en représenter 4, je peux en représenter 2, je peux en représenter 1. Je ne peux pas représenter par contre 5 dimensions dans un espace à 4 dimensions. C'est pas possible, il y aurait une dimension qui ne pourrait pas être représentée, qui ne pourrait pas exister. Alors je rajoute juste un détail que j'avais oublié de préciser pour les courbes. Alors en fait, c'est quoi une courbe finalement? C'est une droite qu'on a courbée. Donc c'est juste une dimension qu'on a courbée. Voilà, ça c'est aussi un truc important pour éviter les confusions. Voilà, donc une courbe, c'est bien donc une figure à une dimension. Il faut l'entendre comme une droite. Une droite, on sait que ça a une dimension. C'est une droite qu'on a simplement courbée. Donc c'est une dimension, une seule dimension courbée, tout simplement. Alors avant de continuer, je rappelle que ceci est une introduction. C'est une introduction. Donc il y a des choses qu'on voit et qu'on ne détaille pas trop, mais qu'on détaillera plus tard. Là, c'est vraiment pour nous faire une idée sur les aires, les périmètres, etc. Et les volumes. Donc on a rajouté le volume ici. Alors, on va parler d'un principe qui s'appelle le principe de Cavalieri. Ce principe de Cavalieri, c'est un principe qui nous permet de faire l'analogie entre les surfaces de plusieurs figures différentes, en permettant ainsi de montrer que 2 figures ont la même surface, la même aire, ou alors que 2 figures ont le même volume, ou alors que des figures ont des aires ou des volumes proportionnels. C'est ce que va nous permettre de montrer le principe de Cavalieri. Alors, le principe de Cavalieri, il se décompose en 2, suivant qu'on parle du plan ou de l'espace.
On va commencer par le plan. Dans le plan, le principe de Cavalieri nous dit que si deux figures planes, c'est-à-dire à deux dimensions, sont comprises entre deux droites parallèles, une ici, et si toute droite parallèle à ces deux droites parallèles coupe les deux figures en des segments de même longueur, donc là par exemple j'ai représenté une droite parallèle comprise entre ces deux droites parallèles et qui coupe les deux figures en des segments de même mesure, alors les deux figures ont les mêmes aires. Pourquoi? En fait, si on revient à ce qu'on a dit avant sur le calcul des unités d'air, vous avez vu qu'on multipliait par le nombre d'unités d'air qu'on avait dans une dimension ou une autre. Alors on peut, ça revient aussi à dire, si on passe non pas par les unités d'air mais par les centimètres carrés, que ça correspond au nombre de centimètres au sein duquel on a des unités d'air qui existent dans une dimension, fois le nombre de centimètres qui existe dans une autre dimension et sur laquelle on a un ensemble d'unités d'air. On fait en gros le nombre de centimètres d'un côté fois le nombre de centimètres d'un autre côté, ça nous donne l'air. Alors, la partie basse d'une figure, on va l'appeler, alors c'est pas toujours la partie basse en vérité, mais ici en tout cas dans cette représentation, la partie basse, c'est ce qu'on appelle la base dans cette figure-là. Et la hauteur, on la définira dans une autre vidéo, mais pour vous donner une idée, en gros, la hauteur, c'est en gros la distance qu'il y a entre la partie basse et la partie hausse, mais pas n'importe quelle distance. C'est la distance telle que la hauteur soit représentée donc par une droite avec un angle droit ici et un angle droit là. Pourquoi avec un angle droit? Car on le verra dans d'autres cours. La distance la plus courte d'un point à une droite, c'est une droite qui est perpendiculaire à elle. On le verra plus tard, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais en gros, si vous prenez une droite qui est perpendiculaire à ce segment et à ce segment, eh bien, on va avoir la hauteur. Donc si je fais la base, voilà, en fait, finalement, la hauteur, on peut déjà la voir ici. Parce qu'en fait, ici, alors je ne l'ai pas représenté, mais on a un angle droit ici, et on a un angle droit ici. Et donc ça représente déjà une hauteur qui représente en même temps, comme on le voit sur cette figure, la dimension verticale. Cette hauteur-là, fois cette base-là, en fait, quand on fait ça fois ça, ça revient au calcul d'air qu'on a vu au début. Et pourquoi finalement ce principe de Cavalieri est convaincant d'une certaine manière, même si on pourra en discuter, c'est qu'en fait, finalement, si j'ai la même base ici et ici, et que j'ai la même hauteur ici et ici, bah, j'ai forcément la même aire, puisqu'on a dit que l'air c'était la base fois la hauteur. Alors on verra que suivant les figures, ce ne sera pas exactement la même formule, mais en tout cas, base fois hauteur, si j'ai la même base et la même hauteur, bah, base fois hauteur, ça donne le même résultat. Ce résultat étant censé indiquer la valeur de l'air. Donc si j'ai des mêmes bases et des mêmes hauteurs, forcément je vais avoir la même aire. Et là, j'ai les mêmes bases. Et là, en fait, si je trace par exemple une droite comme ça, bah, la distance que je vais avoir ici, c'est la même que celle-là. Et donc finalement, je vais retrouver la même hauteur. Et sachant une même base, je vais donc avoir des figures de mêmes aires. Et d'ailleurs, pour un peu vous projeter sur la suite, c'est comme ça par exemple qu'on démontre que un rectangle et un parallélogramme ont la même aire. C'est parce qu'ils vont avoir la même base et la même hauteur. C'est le principe de Cavalieri, entre autres, qui nous permet de justifier cela. J'ai voulu mettre ça en exergue avec un exemple.
Donc soit la figure ABFE, ici, donc là c'est pour vous expliquer hein, ce qui se passe là, soit la figure ABFE et JQMK, donc JQMK ABFE, sont comprises entre deux droites parallèles que sont EM, donc EM c'est la EM, et AK. Donc on a les deux droites. Alors, petite remarque, donc ça je vous le dis, en fait une droite, par définition, ça s'étend à l'infini. Donc si je devais prendre les deux points extrêmes pour dire voilà, j'ai le point extrême que je vais appeler A et le point extrême que je vais appeler K, vous vous doutez bien qu'on ne peut pas représenter ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien imaginer que la droite s'étend à l'infini. Il faut avoir ça en tête, on ne peut pas le représenter, mais on le garde en tête. Et les points d'extrémité, au lieu de les considérer à l'extrémité, je vais les indiquer ici. En fait, c'est comme si je considérais que la droite était limitée ainsi. Ça, c'est juste une façon de pouvoir représenter nos points extrêmes de la droite. Parce que comme on ne peut pas représenter la droite à l'infini, bah, on va appeler le point A ici et le point K les points qui délimitent la droite. Mais c'est juste que comme on ne peut pas représenter la droite à l'infini, bah on va les représenter directement ici. Mais il faut bien avoir en tête que la droite, c'est tout simplement une longueur qui s'étend à l'infini, dans une dimension. C'est l'infinité des points qui s'étendent sur une dimension, tandis qu'un segment correspond en fait à une droite, si vous voulez, auquel on a coupé toute la partie d'un côté et d'un autre. Il ne reste que celle-ci, il n'y a rien d'autre à côté. Donc ça, c'est juste le segment. Et on a aussi une demi-droite qui correspond en fait, si vous voulez, vous prenez une droite qui s'étend à l'infini, vous oubliez toute une partie, donc vous faites comme si le début, par exemple, c'était là, et puis toute l'autre partie, elle s'étend à l'infini. Donc ça, c'est une demi-droite. Donc ça, je vous le dis maintenant, comme ça c'est fait. Et donc là, on parle bien de droites, d'accord, droites qui sont parallèles ici. Toute droite parallèle à AK est comprise entre AK et EM, coupe les figures en des segments de même longueur. Donc là, j'ai par exemple la droite CH. La droite CH qui est comprise entre les deux droites parallèles AK et EM et qui coupe les figures, les deux figures-là, enfin cette figure-là et cette figure-là. Elle coupe ces deux figures en des segments de même longueur. Et donc on retrouve logiquement la même R. Ceci est logique, hein, je l'ai montré. Et là on comprend aussi la logique, un petit peu la logique qu'aurait pu avoir finalement Cavalieri lorsqu'il a institué son principe, c'est que là j'ai une même base. Et cette même base, on peut imaginer de façon un peu abstraite qu'on fait la somme de cette base. On ajoute plein de fois le segment qui est là, on l'ajoute plein de fois. On l'ajoute sur une distance h. J'ai donc b fois h, c'est-à-dire b plus b plus b plus b plus b sur h centimètres par exemple. Donc b fois h. B plus b plus b plus b h fois. C'est un peu comme ça qu'on peut l'imaginer si on veut essayer de comprendre comment Cavalieri en est arrivé à là. Mais l'idée, elle est là en fait. C'est que je vais sommer infiniment la base sur une hauteur h, faire b plus b plus b, h fois entre guillemets. C'est un peu la logique qui ressemble à celle des intégrales. Ça, c'est un truc qu'on verra bien plus tard, les intégrales. Et là, sur la même distance h, j'ai la même base, puisqu'on a dit que les bases au départ étaient de même longueur. Je vais additionner la même base sur la même hauteur. Je vais donc retrouver la même R. B fois h égale B fois h, puisque c'est la même base et la même hauteur. Donc ça, c'est le principe de Cavalieri qui nous permet de montrer que des figures ont la même R, la même surface. Et les justifications que Cavalieri donne sont toutes ici. Maintenant, on va voir ça sur l'espace. Dans l'espace, le principe reste à peu près le même, mais cette fois-ci, c'est plus des droites qui vont délimiter des segments, mais c'est autre chose. Alors, pour bien le voir, je vais d'abord vous énoncer le principe, et après je vais l'expliquer. Si deux solides, donc là solide 1, solide 2, si deux solides sont compris entre deux plans parallèles, donc là j'ai le plan G, j'ai le plan E qui sont parallèles,
et on a des solides qui sont compris entre ces deux plans parallèles. Vous pouvez oublier la partie qui sort de ce plan-là, on peut considérer uniquement les parties qui sont à l'intérieur. Donc si deux solides sont compris entre deux plans parallèles, et si chaque plan parallèle à ces deux plans coupe les deux solides en des régions, sections de même aire, alors les deux solides ont le même volume. Alors, on va expliquer doucement. J'ai un plan G, j'ai un plan E, je les ai nommés comme ça, on peut les nommer comme on veut. À l'intérieur, enfin entre ces plans-là, j'ai deux solides. Ces deux solides sont coupés par un plan que j'appelle le plan F. Et ils sont coupés en des sections. Alors c'est quoi une section? Vous imaginez un solide et vous coupez une petite tranche qui correspond à une petite surface à l'intérieur du solide. Et bien cette petite surface, cette petite tranche de surface à l'intérieur du solide, on appelle ça une section. Et là, ce que fait le plan F, c'est qu'il coupe les deux solides en des sections, c'est-à-dire des aires de surface tranchées de même aire. Alors, dans ce cas-là, sur la hauteur h qui correspond à la distance qui sépare le bas du plan le plus haut, je vais avoir la même aire que je vais sommer ici et ici, donc je vais forcément retrouver un même volume, car finalement un volume, qu'est-ce que c'est? C'est une somme de plein de petites aires. En fait, quand je prends une aire, une aire et que j'en ajoute une autre au-dessus, je crée un volume. Pour la surface, c'est un peu la même idée. Je prends un segment et quand j'additionne une infinité de segments, je retrouve une surface. Là, c'est la même idée, mais élargie au plan. Alors, il faut voir ce que ça implique, ça. En fait, peu importe la forme de l'air. Vous voyez, là, j'ai pris des aires qui ont des formes différentes. Mais en fait, c'est pas parce qu'elles ont des formes différentes qu'elles vont avoir des aires différentes. Si là, l'air, elle vaut 5 cm² et que là, l'air, elle vaut 5 cm², peu importe que cette aire et cette aire ont une forme différente, ce qu'il compte, c'est la place qu'il y a à l'intérieur. Et si la place, elle est la même, ils ont la même aire. Donc, vous voyez, ça peut changer. Je précise aussi que le principe de Cavalieri s'applique à des volumes non réguliers. Donc, c'est-à-dire que si, au cours de la hauteur, je fais varier de la même façon mes bases, donc là, imaginez par exemple que j'ai une petite base et une petite base qui sont les mêmes, enfin, plutôt j'ai une aire de base ici qui est la même que celle-ci. Là, vous voyez, cette aire-là, elle est plus grande que celle-là. Cette aire aussi. Par contre, si la modification d'air que j'ai fait entre là et là est la même que celle que j'ai fait entre là et là, forcément, le volume que je construis ici sera logiquement le même. Parce que sur une même hauteur, j'aurais fait varier de façon identique des bases qui étaient déjà identiques entre elles. Donc je vais retrouver un même volume, forcément. Mais de façon plus générale, on aime bien appliquer le principe de Cavalieri à des volumes plus réguliers. Avec, par exemple, ici, une base, imaginez 5 cm² ici, 5 cm² là, 5 cm² ici, 5 cm là, sur une même hauteur, j'additionne cette même base, je retrouve un même volume. Mais même quand on fait varier l'air, si on la fait varier ici de la même façon qu'ici, et si déjà au départ j'avais la même aire, je vais encore une fois construire le même volume. C'est logique. De même, le principe de Cavalieri s'applique pour des surfaces ou des volumes proportionnels. C'est-à-dire que si, par exemple, imaginez que cette aire ici soit 2 fois plus grande que celle-là. Alors, on va plutôt partir sur ça. Imaginez que cette surface-là soit 2 fois plus grande que celle-ci. Et que là, cette surface-là soit 2 fois plus grande que celle-ci. Et sur toute cette hauteur, j'aurais construit un volume qui sera 2 fois plus volumique que celui-ci. C'est logique. La proportionnalité va être conservée. Parce que j'avais déjà cette aire de section qui était 2 fois plus grande. Et si sur cette hauteur, j'additionne cette même aire de surface et cette même aire de surface ici, je vais construire un volume
ici qui sera 2 fois plus volumique que là, ce qui est logique. Donc c'est un peu ça l'idée. Donc le principe de Cavalieri s'applique aussi pour montrer que tel volume est tant de fois plus grand qu'un autre, par exemple. Voilà.